Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Je reçois aujourd'hui François Bourin, le fondateur, il y a près de 20 ans, des éditions du même nom. Alors après être passé entre plusieurs mains, les éditions François Bourin viennent d'être rachetées par le groupe Chevrillon et vous venez d'en reprendre la direction. Alors la fin de l'euro de Christian Saint-Etienne ou encore Le temps des territoires de Jean-Christophe Fromentin. Voilà quelques titres édités en ce moment chez vous, des titres plus que jamais au cœur de l'actualité, alors qu'il y a 2 semaines, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors depuis l'origine, votre maison d'édition a privilégié les grandes questions économiques et sociales. Les Bourrin s'intéressent aux crises, aux grandes ruptures de notre époque. Et il y en a une, on le voit, qui vient d'avoir lieu, c'est le Brexit. Et j'imagine que ça va faire couler. Évidemment, c'est une des questions qui va certainement bouleverser beaucoup de réflexions sur l'Europe en particulier, mais pas seulement, sur la démocratie, sur l'avenir de nous tous Européens, le côté nationaliste ou pas de nos sociétés, etc. Donc vraiment, ça fait bouger beaucoup les réflexions des uns et des autres. Et l'édition, enfin l'édition telle que je la conçois moi et telle que la conçoit ma maison d'édition aujourd'hui, c'est vraiment ça, réfléchir sur les questions de société, essayer d'apporter des réponses aux gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Évidemment, le Brexit, c'est une des questions qu'on va traiter certainement très rapidement. Moi, il y a très peu de temps, rencontré un auteur écossais, par exemple, et ça m'a beaucoup intéressé de parler avec lui et de voir les questions que se posent les Écossais sur leur attachement au Royaume-Uni ou à l'Europe. Est-ce qu'il faut choisir? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on choisit et pourquoi? Quelles sont les raisons? Donc c'est vraiment des questions profondes et très intéressantes. Alors on voit que l'édition est très réactive, puisque déjà cette sortie de l'Union européenne a inspiré la littérature érotique outre-Manche. En Angleterre, Chuck Tingle, je ne sais pas si vous connaissez, un auteur de fiction fantastique et érotique, n'a mis qu'une semaine pour rédiger un livre inspiré du Brexit. Alors son titre, pilonné par la livre, devenu homosexuel à cause des implications socio-économiques de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire 2 choses, si vous voulez, sur le plan éditorial. C'est qu'aujourd'hui, l'édition, plus que jamais, est extrêmement réactive. Et on peut aborder sous des angles très différents, le roman, mais le document, l'essai, etc., des questions immédiates. Et ça, c'est vraiment un des points forts de l'édition d'aujourd'hui. C'était beaucoup moins le cas autrefois. Aujourd'hui, grâce aux techniques qui ont évolué, la rapidité d'impression, de publication, etc., on peut avoir très rapidement des ouvrages sur les questions. Mais ce n'est qu'un des aspects de l'édition, parce que c'est en ça que l'édition est vraiment intéressante, me semble-t-il. Ça permet aussi des réactions de long terme, des réflexions profondes. On n'est pas uniquement pris dans l'actualité immédiate. On peut en sortir, on a du temps. Dans la presse et dans les médias, vous le savez mieux que moi, il faut réagir très vite à ce qui se passe. Nous, on peut réagir très vite, mais on peut aussi réagir très lentement. Et quelquefois, c'est intéressant de prendre son temps pour réfléchir à des questions importantes et essayer de trouver les réponses, ou en tout cas les réflexions qui conviennent. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà reçu des scripts sur le sujet? Quel angle, justement, peuvent vous intéresser, alors qu'il y a déjà énormément d'angles qui ont été traités dans les médias, à la télévision, dans la presse? Bien sûr. Là, si vous voulez, il y a 2 directions possibles pour moi dans notre maison d'édition. Soit une réflexion économique. Qu'est-ce que va donner le Brexit sur le plan économique? Et là, ce serait intéressant. Par exemple, moi, je cherche aujourd'hui à trouver un économiste anglais qui nous explique comment il voit ça de son point de vue, et peut-être un dialogue entre un économiste anglais ou un économiste français, ce serait intéressant. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la voie romanesque. C'est-à-dire, si l'imagination prend ce type de sujet, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Et là, tout dépend du talent des auteurs. Mais c'est aussi une des forces de l'édition et de la littérature en particulier, de se saisir de questions pour d'un coup de baguette magique en faire autre chose que ce qu'on croit. Et est-ce que finalement, c'est pas justement quand il y a des grands chocs comme le Brexit ou la crise de 2008 ou la crise en Grèce, par exemple, que ça inspire le plus les auteurs et que les lecteurs aussi sont plus intéressés? Absolument. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est les chocs, c'est les brisures, c'est les cassures de nos sociétés. C'est qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là, qu'est-ce que ça révèle, quelle réflexion, encore une fois, ça peut entraîner.
le monde dans lequel on est ne cesse pas de bouger. Donc, c'est pas son côté statique, si j'ose dire, qui aujourd'hui nous fascine le plus. Ça a été le cas dans d'autres époques, hein, où au contraire la stabilité était le vrai sujet de réflexion. Quelles sont les bases absolues de nos sociétés? Aujourd'hui, c'est le changement. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle direction? Et là, dans tous les domaines, aujourd'hui, tout change. Alors, vous venez justement de revenir à la direction des éditions François Bourin dans ce contexte. Est-ce que votre retour va ouvrir une nouvelle page, ou bien est-ce que vous allez rester fidèle aux auteurs que vous suivez depuis un moment? Est-ce que vous avez de nouveaux domaines que vous comptez traiter? Oui, on va ouvrir certains nouveaux domaines, c'est certain, en particulier par exemple le développement personnel. C'est une question qui aujourd'hui, on voit, intéresse beaucoup de gens, et donc je voudrais dans cette voie-là. On va certainement publier davantage de romans qu'on en publié précédemment. Parce que les romans marchent mieux ou... Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réflexion romanesque sur les questions de société. C'est-à-dire une réflexion ou un texte, enfin quelque chose, un écrit, disons, qui ouvre des perspectives nouvelles et qui ne s'enferme pas dans une réflexion purement politique ou économique. Moi, je crois au pouvoir d'imagination de l'écrivain, et en particulier du romancier. Et donc, je crois que c'est très intéressant, dans une société comme la nôtre, de demander aux romanciers ce qu'ils pensent du monde dans lequel nous sommes. Derrière l'histoire, on a plein d'exemples de romanciers qui ont éclairé leur époque de manière extraordinaire, enfin Balzac, etc., bon, et mille autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner la parole aux romanciers sur des questions contemporaine, les questions de société contemporaine. Parce que vous pensez que les hommes politiques ou les économistes manquent de vision Je pense qu'il faut les deux, quoi. Non, les hommes politiques, il y en a. Enfin, les hommes politiques, on sait quand même aujourd'hui, il manque un peu de vision, ça c'est clair. Les économistes aussi, d'ailleurs, les économistes, ils n'ont pas tellement de vision en définitive. C'est plutôt des gens qui analysent le présent et même un peu le passé, mais ils sont relativement faibles sur tout ce qui est prédiction. Et en revanche, un littéraire, disons, un romancier, un poète, un essayiste, quelqu'un qui utilise son cerveau pour réfléchir hors de toute contrainte et de toute discipline, si je veux dire, d'école, là, il peut apporter tout d'un coup un éclairage tout à fait nouveau. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais être très attentif à ça. Et j'espère et je pense que dans les nouvelles générations, il y a des écrivains qui vont se découvrir là grâce justement à tous les problèmes que nous rencontrons. Est-ce que justement, vous allez utiliser de nouveaux supports dans les années à venir? L'édition électronique. Le livre numérique, par exemple. Oui, le livre numérique. Moi, j'ai été un des pionniers du livre numérique à la fin des années 1990. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, cela dit, vous le savez aussi bien que moi, l'édition numérique, quand même, se développe relativement peu. On a eu ça reste assez marginal. Hein, ça reste assez, ouais, absolument. Ouais. C'est 2,3% du marché, ça reste très... En dessous de 3%. Alors, aux États-Unis, c'est nettement plus. Mais je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du mois dernier. L'édition numérique aux États-Unis régresse légèrement, ou en tout cas, l'édition papier regagne du terrain sur l'édition numérique. Donc, c'est intéressant de voir. C'est dû à quoi, ça, justement? C'est une question de prix ou c'est une question que les gens, finalement, n'arrivent pas à quitter le livre traditionnel? Je pense que le livre reste un support extraordinaire. Le livre est... par sa légèreté, sa souplesse, son peu de prix, son côté physique, c'est un objet agréable. Le papier, il y a un contact sensuel avec le papier. Hein, Parce qu'il y a 5 ans, il y en a certains qui prédisaient déjà la fin absolument. du livre papier. Mais au début des années 2000, on disait, ça y est, l'édition papier va disparaître. Or, pas du tout. Non seulement elle résiste bien, mais elle s'est améliorée en qualité, en qualité de manière générale. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est le formidable travail qu'ont fait les libraires, en France en particulier. On a un réseau de librairies exceptionnel, avec des libraires qui ont su défendre le livre papier, et sans être fermés forcément à l'édition électronique, mais ça compte énormément. Les gens qui ont chez eux des libraires, qui leur vendent des livres, qui les conseillent, qui mettent en valeur les ouvrages, qui peuvent leur en parler, etc., ça, c'est une aide pour nous, éditeurs, énorme. Et justement, en France, hein, le succès des livres économiques, par exemple, éco ou sociaux, c'est votre domaine. Oui. Ça reste encore limité. Hein. C'est un succès de librairie, c'est 100 000 exemplaires à peu près. Qu'est-ce qui explique que ces livres, alors que les gens cherchent quand même des décryptages, restent très marginaux finalement? Oui, franchement, ça a toujours été comme ça, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. Tous les livres dits de sciences humaines, donc économie, politique, philosophie, etc., ont toujours touché un public beaucoup plus restreint que les romans. Les romans, par définition, c'est le genre qui touche le plus large public, parce que
il est abordable par pratiquement tout le monde. Il intéresse aussi bien le prof d'université que vous et moi, quoi. Ça touche un public très très large. L'essai, dans la mesure où il est plus spécialisé de toute manière, ne peut toucher qu'une fraction relativement restreinte de lecteurs. Que vous faites un essai, par exemple, sur l'euro, c'est vrai que l'euro intéresse tout le monde, sauf que les gens qui vont vouloir vraiment s'intéresser à une réflexion économique sur l'euro, il y en a pas énormément. Et donc, moi, je trouve ça normal, franchement. Hein. En plus, il y en a énormément de bouquins qui sortent sur les sujets. Oui, mais regardez, par exemple, Outre-Atlantique, le succès du livre de Thomas Piketty, qui a été publié, je le rappelle, en 2013 aux éditions du Seuil. Ça a été un énorme succès. Pourtant, c'est un pavé de 700 pages. Le livre est un peu austère. Alors, qu'est-ce qui explique que là-bas, ça... C'est un peu l'exception qui confirme la règle, quand même, hein, le livre de Piketty. Alors, c'est un bon livre. Je pense que le livre de Piketty, une des raisons de son succès aux États-Unis, c'est que c'était vraiment une voie nouvelle pour les Américains, avec une approche beaucoup plus sociale de l'économie, une approche de gauche, disons, de l'économie, alors qu'ils étaient évidemment bombardés d'économistes libéraux ou néolibéraux. Donc, cette voie originale, ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Dans l'édition, ce qui marche le mieux, dans tous les genres, et franchement à toutes les époques, c'est l'originalité d'un auteur. Lorsque quelqu'un vraiment apporte quelque chose de nouveau sur un sujet. Et je pense que c'était le cas de Piketty aux États-Unis. C'était moins le cas pour lui en France, où il était dans une école où il y avait davantage d'économistes qui étaient un peu de son bord. Aux États-Unis, c'était beaucoup plus rare. Il y en a certains, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc cette voix venue de l'étranger, avec un discours différent, je pense que ça a été remarqué. Et est-ce qu'en France, on peut avoir un tel succès en librairie? Vous misez sur un futur franchement, en économie, je ne me dis pas qu'on va faire 300 000 exemplaires. Je pense qu'un livre d'économie, si on atteint les 10 000 exemplaires, c'est déjà un beau succès. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'est un beau succès déjà, 10 000 exemplaires. Vous savez que dans l'édition, dès qu'on passe 5 000 exemplaires, on estime qu'un livre marche plutôt bien. 10 000 exemplaires, ça devient un succès assez conséquent. Et puis, bon, évidemment, plus ça monte, mieux c'est. Mais quand même, sur ce point-là, c'est vrai que ce qu'on appelle les best-sellers, aujourd'hui, en France, se vendent un peu moins qu'ils ne se vendaient il y a quelques années. Merci beaucoup François Bourin d'avoir été avec nous sur France 24 pour l'invité de l'économie. Tout de suite, retrouver d'autres infos.